Alors, pour me présenter au lecteur, je suis Raphaël Federici, un street artiste d'une trentaine d'années maintenant. Je suis né en 86 et j'ai toujours peint, dessiné et réalisé des esquisses, des fresques dans ma ville natale qui est Aix-en-Provence. J'ai grandi entre Aix-en-Provence et la Corse, Calvi, et le dessin a fait partie de mon quotidien à peu près depuis le début. Yeah, yeah. Every little kiss between us two has got a story, and from every sentence to paragraph, it's never boring. You and I are we, and I recall it's you. Aujourd'hui, je fais pas mal de fresques dans la rue, donc je ne suis pas street artiste, mais je fais du street art, ce qui est très différent, parce que je refuse les étiquettes. Mon parcours a été de faire des études dans l'histoire de l'art et en art appliqué, donc jusqu'au BTS. Ensuite, j'ai complètement quitté le navire et je me suis lancé pas mal dans le dessin de mode. Donc j'ai réalisé pas mal de fresques, j'ai travaillé pour des maisons de haute couture, de luxe parisiennes. Puis j'ai complètement abandonné ce milieu-là pour ensuite me réfugier vers la publicité. Donc je faisais beaucoup de graphisme, de sites internet, de direction artistique pour du print et pour de la vidéo. Et assez naturellement, j'ai créé une page internet où j'ai commencé à mettre mes créations et le public m'a littéralement porté vers le haut. I love the way you smell like roses in the spring. Your beauty like a bouquet with the colors that you bring. And I just doubled down my feelings. I'm invested in our future. Alors, bonjour Raphaël. Salut. Merci d'avoir accepté de répondre à cette interview pour Aïka. Du coup, je vais te laisser nous présenter un peu ta philosophie et ton univers. Ma philosophie et mon univers sont assez proches. On va dire qu'elle est universelle avant tout. Donc j'essaie de sortir justement du côté français franco-français ou africain africano-africain. J'essaie justement d'être complètement éclaté, de représenter le métissage et dans mes messages et on va dire dans mes factures, ma façon de peindre. Donc on peut voir souvent mon travail est un vrai laboratoire et c'est ma volonté, c'est vraiment travailler un moment à l'acrylique, un moment à l'aérographe, un moment au spray, un moment avec des peintres feutres que je vais écraser, que je vais faire fondre, enfin voilà, c'est vraiment un travail plastique qui me permet d'aller dans tous les sens, de garder un fil conducteur qui est ce marin, qui d'ailleurs n'a pas vraiment d'origine, parfois on dirait qu'il est un peu japonisant, africanisant, indien, voilà, mais j'essaye justement de garder ce personnage-là comme lien pour pouvoir avoir un fil rouge qui va me permettre de lui faire porter le plus de messages, le plus de couleurs possible. Voilà, ce serait ça. Après, j'ai un travail vraiment qui se passe en atelier, en huis clos, et un travail qui se passe vraiment dans la rue, pendant mes voyages, un peu partout dans le monde. Donc, il y a aussi une volonté effectivement de recherche d'introspection et aussi d'extériorisation et de communication universelle justement. Donc ce personnage-là, il se promène sur chaque mur et il a besoin d'être vu et identifié par n'importe qui dans le monde et que cette personne puisse recevoir un message, quelle que soit son origine. Donc c'est vraiment ça le travail, c'est arriver à balancer des messages que je serais moi-même allé puiser dans une recherche beaucoup plus intime. Là, tu nous as expliqué un peu ton univers, ta philosophie, ta manière de travailler également. Mais est-ce que tu as une façon précise d'amener le message aux personnes? Parce que j'imagine bien que toutes tes œuvres véhiculent certains messages. Donc est-ce que tu as une manière de les amener ou tu laisses les gens les recevoir comme ils le veulent? Alors j'essaye dans mes messages de ne pas être trop inquisiteur et moralisateur. Donc la plupart du temps, ça va être vraiment spontané, mais caché. C'est-à-dire que je vais avoir un message fort qui pour moi est complètement évident, mais je vais essayer de faire en sorte que les gens ne se prennent pas en pleine face, quoi. Donc je travaille beaucoup avec la symbolique, les codes, avec toutes sortes d'éléments qui vont faire comprendre
à des gens qui vont être avisés. Par exemple, quand on parle de code, de symbolique, seuls ceux qui les connaissent vont comprendre le message. Parfois c'est beaucoup plus direct, il n'y a pas de souci, ça peut être beaucoup plus punchline, mais généralement j'essaye de rester un peu discret dans ce que je délivre. Ensuite, il y a aussi le travail dans la rue, et dans la rue, j'essaye déjà de respecter la voie publique. Il y a des gens qui passent, des familles, de tout âge, toute confession, donc j'essaye de heurter personne et de rester justement universel. Et là, de laisser libre interprétation à celui qui va voir et lire le message pour choquer personne. Mais il y a toujours un message qui concerne l'humain de façon générale dans la société. Donc c'est pour ça que je suis dans le figuratif aussi, c'est que je parle pas juste de nature ou d'énergie ou non, je parle de l'humain et de sa condition dans ce monde-là. Donc voilà, mais à ceux qui ont envie de chercher, qui cherchent. Ok. Livre quoi à leur imagination. Who will work to help me reach my potential. Now that's a keeper if I've heard of one. I've never been uncertain of the person who I've wanted since we've met, and even now I can't cough up a regret. So let's dance right to your favorite song, and maybe you can sing along. Sweat is dripping off my brow, it drips and falls onto the ground. Ces rapprochements viennent de façon assez hasardeuse, elles viennent à moi, je ne vais jamais chercher les marques, mais effectivement, quand une marque vient, j'étudie son ADN, je vois si elle me plaît, la plupart du temps ce sont des marques avec lesquelles j'ai grandi puisque je suis encore assez jeune, donc c'est des marques qui m'ont plus ou moins accompagné dans ma jeunesse. Après, j'ai une forte propension vers les marques de skateboard et de luxe. Donc j'ai tendance à vraiment aimer les jeunes créateurs et le déguisement de façon générale m'a toujours plu. Donc quand on voit un créateur comme Gauthier ou Galliano ou tant d'autres, effectivement moi ça m'inspire beaucoup parce qu'on est plus dans le personnage de fiction. Je pense à Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes. J'aurais envie de m'habiller comme ça tous les jours. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est ça qui m'attire plus que le prêt-à-porter basique. Donc aujourd'hui, je pense que les marques de luxe ont besoin de l'art pour pouvoir s'expanser. Et aujourd'hui, le monopole de l'art se trouve clairement dans les arts dits urbains. C'est ce qu'on voit massivement. Après, combien de temps ça va durer? Je sais pas, mais effectivement, on est en pleine année et je pense que l'urban art va devenir aussi puissant que le pop art l'a été. Après, moi, mon mouvement, je le qualifie de néo-pop expressionniste. Ça veut dire que je ne me situe pas dans le pop art, évidemment, puisque c'est un mouvement des années 60 et mes codes sont clairement différents. Donc j'appellerais ça plus du néo-pop art, c'est-à-dire que j'ai mélangé toutes les nouvelles technologies comme les consoles de jeux, Internet, les dessins animés, les box-office des années 80 jusqu'à nos jours, et les arts urbains évidemment qui ont nourri toute cette pop culture, néo-pop culture. L'expressionnisme, c'est ma façon d'aborder mes dessins et mes peintures. Effectivement, je me base plus sur l'émotion et sur l'expression de mes personnages qui sont souvent figuratifs. Et effectivement, je vais me balader aussi dans le monde de l'onirisme, du symbolique, plus que dans le simple graffiti art ou le dessin pur. Donc effectivement, le néo-pop expressionnisme pourrait qualifier justement cette jonction entre toutes les formes d'art qui m'ont plu, de la mode au cinéma, en passant par la peinture. Alors j'ai aussi la casquette de stylisme. Le stylisme, c'est quelque chose que je mets volontairement de côté, même si aujourd'hui j'ai une société qui gère des marques de vêtements, plusieurs, que je gère en famille. Donc je suis intervenant, je suis vraiment le directeur artistique, mais je dessine plus trop. En revanche, je continue à donner des expertises et à travailler effectivement en collaboration avec des marques, notamment des marques de skateboard, quelques marques de prêt-à-porter qu'on peut trouver aujourd'hui dans certains concept stores à Paris. Mais je communique pas vraiment dessus, c'est vraiment une autre casquette que je laisse notamment traiter par ma femme. Et moi, de mon côté, je suis beaucoup plus concentré sur le street art, l'art en général et les voyages. Atravessa na canoa, Lamarão é no pilar. Olha o buraco do barreiro, cavaleiro bravo do carro, carreiro de
oui, l'art est un moyen d'expression, de dénonciation, d'exclamation, d'attention. Enfin, l'art pour moi c'est un peu tout, ça nous concerne tous et l'art est partout. En revanche, voilà, on a tous une façon différente de l'utiliser. Moi, ma façon, c'est plus de l'inception. J'essaye d'arriver en douceur avec des messages qui ne sont pas forcément immédiats et d'éveiller quelque chose dans le lecteur, mais en le laissant libre de pouvoir interpréter à sa manière ce qu'il voit. Donc effectivement, c'est un art qui peut être revendicateur surtout quand on parle d'art de rue, parce qu'on est directement en face du public et on envoie notre message et la plupart du temps il est retenu et on peut poser un avis très rapidement dessus. En revanche, moi je cherche à travailler sur le langage universel, donc j'essaye justement d'être compréhensible par tout le monde, quelle que soit la langue ou la culture. Et pour ça, j'envoie plusieurs messages qui sont souvent des messages beaucoup plus de paix et universels que des messages de revendication tout simplement. Alors nous avons remarqué une phase où tu travaillais sur la personnification en ajoutant des attributs physiques qu'on retrouve chez des personnes noires à des personnes blanches. Pourquoi ? J'ai tendance à effectivement glisser pas mal d'attributs physiques de personnes caucasiennes, métisses, noires, parce que moi-même je suis métissé. Je suis camerounais, corse, ma femme est indienne, alsacienne, donc on est dans le pur métissage et c'est ce que j'essaie de mettre en avant, mais finalement malgré moi, parce que quand je dessine un personnage, je me dessine moi, je dessine mon père, je dessine ma mère, je dessine les gens du côté de ma famille, les gens des deux côtés finalement, et je suis un peu perdu parce que j'ai vraiment les deux physiques. Par exemple, j'ai deux grands frères, j'en ai un qui est blanc de chez blanc, un autre qui est noir de chez noir. Et pour moi, les deux sont beaux, et donc du coup j'ai appris à dessiner en observant les gens dès tout petits. Et comme je dessine depuis que j'ai l'âge de 3 ans, je dessine ce qu'il y a autour de moi et c'est resté comme automatique. Donc effectivement, on va trouver beaucoup d'ethnicité dans mon travail. Ça se ressent bien, oui. Alors du coup, à propos d'Aïka, ce qui nous anime au sein d'Aïka, c'est de travailler pour une plus grande représentation médiatique des femmes noires et métisses. Donc on voudrait savoir qu'est-ce que tu penses de Aïka. Je pense que c'est une démarche merveilleusement moderne. Déjà, Aïka, parce que on est dans une pure discrimination en France, et c'est pas une discrimination volontaire, c'est juste la frilosité commerciale, où les gens rentrent dans des quotas pour effectivement se dire que la ménagère va s'identifier plus à, et ils sont restés sur le fait que les ménagères françaises étaient blanches. Ce qui n'est absolument pas le cas, donc il faut changer de dogme. Les Américains l'ont très bien compris, les Anglo-Saxons de façon générale. Les Français, on est juste en retard. Donc tous les Français, que ce soit les artistes, les fuites de cerveau, je les vois, ils sont à Cape Town, ils sont au Brésil, ils sont à New York, mais ils sont pas à Paris, ils sont en retard. Même en Allemagne, ils sont plus en avance que nous là-dessus. Donc il est temps justement que certains médias portent ce genre de message en avant, et j'en suis la preuve. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même dans l'art, on a un noir, c'est John Wayne, et encore il est pas trop noir. Mais on reste dans le quota, alors que les Américains ont basket depuis longtemps, et bien d'autres qui ont réussi énormément. Et je pense qu'il est plus que temps, mais de toute façon c'est en marche, ça arrive, donc je salue effectivement ce genre de démarche. Et du coup, à ce sujet, toi qui as eu plusieurs expériences à l'international, quel est ton point de vue sur cette sous-représentation des femmes noires et métisses en France ? Est-ce que ce problème a-t-il la même ampleur ? Est-ce que tu as remarqué que c'est plus marqué en France qu'ailleurs ? Alors effectivement, dû à l'histoire de la France et des colonisations, d'esclavagisme qui a été très très profond, il y a une vraie césure, je pense, entre la représentation de la femme noire dans les médias et ce qu'elle représente vraiment sur le terrain. Je vois que moi sur le terrain, je côtoie plein d'artistes, plein d'auto-entrepreneurs, de gens qui font les choses, et il y a toutes les couleurs là-dedans. Et justement la communauté noire métisse est largement
présentes. Je pense à un Olivier Roustin, par exemple, qui est en train de faire des trucs de ouf, mais dans les postes clés, il y a souvent des gens, justement, qui vont être métissés, et de plus en plus éclatés dans le métissage. Hein. Il va y avoir du franco-japonais ivoirien, de l'hispanico, enfin bref, ça va dans tous les sens. Mais effectivement, en France, il y a un problème au niveau plus des médias, mais la réalité du terrain est qu'on est très très mélangé et que ça se passe très bien. Je pense qu'on est un des pays en Europe des moins racistes, en fait. Donc ça, c'est ce que je constate beaucoup. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais par exemple, pour ma part, j'ai jamais souffert du racisme direct, parce que on est moins sur le problème de couleur que le problème de quota et de rentabilité. Noir, c'est pas encore beau dans ce pays, c'est dommage, mais je pense que c'est en train de devenir le cas. Notamment grâce aux anglo-saxons, hein, les artistes, les Beyoncé, les Jay-Z, tout ça, quelle que soit leur moralité derrière, ils font le job. Hein. Et merci Obama aussi, forcément. C'est pas faux. Du coup, pour notre dernière partie, au vu de toi, ton expérience, ton univers et de celui d'Aïka, on voulait avoir ta vision en fait. Donc, quel parallèle tu vois entre toi, tes valeurs et Aïka? Sachant qu'on partage, en gros, c'est plus le côté mode, parce que tu es styliste aussi, et le côté engagement, car on défend des valeurs. Donc, selon toi, si tu devais représenter Aïka, comment te le représentes-tu, et est-ce que tu pourrais le faire graphiquement? Si je devais représenter Aïka d'un point de vue artistique, je pense que je serais dans le multicolore. Justement parce que Aïka se base sur la défense d'humains, en prenant le métissage, en prenant le futur, et c'est un futur que j'imagine coloré et qui ressemble beaucoup d'ailleurs à ce que je fais, parce que dans certains personnages ils n'ont pas vraiment de carnation, c'est juste des taches de couleur dans tous les sens, et c'est comme ça que je représenterai Aïka. C'est pour ça que je m'identifie pas mal à ça. Après, j'ai jamais été communautaire, quelle qu'elle soit. Je me suis jamais senti ni blanc, ni noir, ni français, ni africain. Je me suis senti tout en même temps. Donc du coup, je fais toujours attention à pas avoir de combat, d'être contre quelque chose. Mais justement, Aïka, c'est ça. C'est pas contre quoi que ce soit. C'est pour la mixité. C'est pour justement l'éclosion de la joie, des belles choses dans ce monde-là, mais à une échelle très professionnelle. Là, c'est aussi, on parle de mode, on parle de luxe, on parle du monde du mannequinat, tout ça. Donc, on est aussi à la crème de ce qui se fait dans l'imagerie, on va dire, de luxe, ouais, imagerie du luxe. Et je viens aussi de ce milieu-là. Donc, ça veut dire que un de mes leitmotifs, je sais pas si j'y arrive, mais en tout cas, ce que mon père m'a toujours appris, c'est l'excellence. Il faut toujours arriver à l'excellence. Et pour arriver à ce genre de niveau-là, il faut arriver à puiser dans des références hyper pointues, aller chercher l'art africain, l'art turc avec les moucharabiés, aller chercher certaines typographies dans l'histoire de ses ancêtres, mais pas que, arriver à se renseigner et à se concentrer sur vraiment une culture. Et ensuite, effectivement, le diffuser dans ce monde-là pour que ça devienne un peu plus mainstream. Et voilà. Et je pense que la mode fait énormément ça. On est beaucoup dans le sourcing d'ethnie, de choses très pointues qu'on va ressortir ensuite et faire transformer peut-être en pièces de prêt-à-porter et tout ça. Donc voilà, je suis là-dedans. Je pense que l'excellence vient de la culture et vient aussi du travail et du détail. Très bien. Alors la dernière question, ce sera quels sont tes prochains projets? Alors là, les prochains projets, je pars à Miami avec 2 artistes dans quelques jours, en janvier 2018. Donc on va voir si ça dépend d'un Kiss Kiss Bang Bang aussi, on va voir si les gens nous suivent, mais apparemment ils nous suivent, on est à peu près à 97% du but. Donc il n'y a pas vraiment de raison que ça ne le fasse pas. Là-bas, on va essayer d'exposer, de faire un reportage sur notre ascension là-bas, donc l'expo qu'on va faire, les murs qu'on va réaliser, les interviews qu'on va faire avec d'autres artistes
et acteurs de l'art qu'on va rencontrer. Donc ça c'est un beau projet. Ensuite je vais repartir un peu au Brésil, un peu à Ibiza pour des expositions. Donc ça c'est aussi des choses qui me tiennent à cœur. Et puis les projets après j'ai beaucoup de choses, point de vue artistique aussi, personnel, beaucoup d'idées de toile, tout ça, mais je suis en train aussi de passer à la sculpture. Donc affaire à suivre. Super. Waouh. Bah, ça donne envie de suivre en tout cas. Il y a beaucoup de choses. Waouh. Yeah. Every little kiss between us two has got a story, and from every sentence, stem to paragraph, it's never boring. You and I are we, and I recall a time of difference. Even then, what I was missing wasn't ever lost to ignorance. You're a beauty, something special. Cutie who will work to help me reach my potential. Now that's a keeper if I've heard of one. I've never been uncertain of the person who I've wanted since we've met, and even now I can't cough up a regret. So let's dance right to your favorite song, and maybe you can sing along. Sweat is dripping off my brow, it drips and falls onto the ground. I jump around with 2 left feet. In this aspect, you got me beat. But even so, despite the truth, we're focused on the me and you. I love the way you smell like roses in the spring. Your beauty like a bouquet with the colors that you bring. Every little kiss between us two has got a story, and from every sentence, stem to paragraph, it's never boring. You and I are we, and I recall a time of difference. Even then, what I was missing wasn't ever lost to ignorance. You're a beauty, something special. Cutie who will work to help me reach my potential. Now that's a keeper if I've heard of one. I've never been uncertain of the person who I've wanted since we've met, and even now I can't cough up a regret. So let's dance right to your favorite song, and maybe you can sing along. Sweat is dripping off my brow, it drips and falls onto the ground. I jump around with 2 left feet. In this aspect, you got me beat. But even so, despite the truth, we're focused on the me and you. I love the way you smell like roses in the spring. Your beauty like a bouquet with the colors that you bring. And I just doubled down my feelings, I'm invested in our beauty.